Les ingénieurs sont responsables de certains des travaux les plus difficiles et les plus nécessaires qui soient. Sans eux, nos bâtiments s'écrouleraient, nos trains ne circuleraient pas à l'heure et la solution à tous les problèmes consisterait simplement à utiliser une grande quantité de rubans adhésifs. Compte tenu de la difficulté de leur travail, des erreurs et des oublis se produisent de temps à autre. Quand c'est le cas, ils peuvent être hilarants. Il est donc temps de jeter un œil à certaines des erreurs d'ingénierie les plus drôles jamais commises. Des rails en difficulté. Ce que vous voyez actuellement, c'est un train en route de l'Ohio vers la ville de Cécile pour une livraison de marchandises de routine. Seulement, au lieu de rouler sur des rails solides et robustes, le train vacille dangereusement sur des rails qui semblent appartenir à des montagnes russes et non à une voie ferrée. Bien que cela ressemble à un montage Photoshop, ces rails fondus sont un phénomène réel bien qu'inhabituel. On sait que la chaleur prolongée fait se détendre et se dilater le métal, qui se contracte ensuite lorsque la température baisse. En général, ça ne pose pas de problème pour les chemins de fer car les rails subissent un processus appelé contrainte. Cela augmente la plage de température dans laquelle la plupart des rails peuvent conserver leur forme et garantir qu'ils reprennent leur forme initiale s'ils se dilatent. Les rails assemblés à la hâte, qui ne subissent pas le processus de contrainte, risquent toutefois de subir la spaghettification que l'on voit ici. C'est à ce moment-là que les ballasts importants sont endommagés ou délogés lorsque les rails se dilatent. Et lorsqu'ils se contractent, ils ne reprennent pas leur forme initiale. Ces rails en Nouvelle-Zélande n'avaient probablement qu'un petit point faible le long de la voie, mais cela a suffi pour qu'ils se déforment complètement lorsque la région a été frappée par un tremblement de terre de magnitude 7. Ainsi, même s'ils semblent solides, les rails de chemin de fer imparfaits peuvent être fragiles. Et si de nombreuses régions du monde n'ont pas à s'inquiéter des tremblements de terre, nous devons tous nous préoccuper de la hausse des températures, car les étés sont de plus en plus chauds partout dans le monde, ce qui risque d'entraîner la spaghettification d'un nombre croissant de voies ferrées. Alors, j'espère qu'on aime tous les montagnes russes. Le rayon mortel de Disney. Petite question, quel est l'endroit le plus heureux au monde ? Les bras d'un être cher... non, on ne peut pas acheter de produits dérivés dans les bras d'un être cher. C'est Disney World, bien sûr, le seul endroit où les hommes adultes sont encouragés à interagir avec des enfants dans des costumes étranges qui cachent leur identité. Ah, le bonheur. En 2003, Disney a décidé d'ajouter un peu plus de prestige à son nom en changeant le célèbre architecte Frank Gehry de concevoir une nouvelle salle de concert élégante située en plein centre-ville de Los Angeles. Voici sa proposition finale. Élégante, futuriste et un peu bizarre. Évidemment, ce design non conventionnel a divisé l'opinion publique. Bien qu'il s'agisse clairement d'une architecture impressionnante, elle est aussi un peu disgracieuse à plus d'un titre. En effet, cette abomination métallique était composée de plus de 12 500 panneaux courbés en acier inoxydable. Ça signifiait que, si on pouvait apprécier en toute sécurité le design unique de la salle de concert la nuit, pendant la journée, elle devenait extrêmement aveuglante. Les panneaux d'acier recouvrant le bâtiment étaient réfléchissants, à tel point que les gens disaient que regarder le bâtiment pendant la journée revenait à regarder directement le soleil. Pour aggraver les choses, la salle est juste à côté d'une route principale, et son éblouissement inévitable a temporairement aveuglé plusieurs conducteurs. Mais attendez, c'est pas tout. En effet, la salle de concert ne se contentait pas de refléter la lumière, elle amplifiait également la chaleur. Selon certains passants, le trottoir autour de cette monstruosité métallique pouvait atteindre une température de 140 degrés, suffisante pour causer de graves brûlures si l'on ne faisait pas attention. Réalisant qu'ils avaient en fait installé une machine à procès permanent, Disney a réagi rapidement. Ils ont fait poncer chacun des 12 500 panneaux, ce qui les a rendus nettement moins brillants. Si cela signifie que le bâtiment n'est plus tout à fait aussi incandescent que Gehry l'avait imaginé, il est en revanche beaucoup plus sûr. Et c'est tant mieux, car après que Disney ait racheté les droits de la franchise Star Wars en 2012, ce faisceau lumineux ultra brûlant aurait donné l'impression que la salle de concert était un hommage à Disney à l'étoile de la mort. Je me demande s'ils avaient pensé à le diriger vers Universal Studios. Marchez prudemment. Vous est-il déjà arrivé de rentrer chez vous et de trouver un être cher profondément endormi, puis de vous mettre à ramper dans la maison comme un espion pour ne pas le réveiller ? Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais grâce à mes deux pieds gauches, je finis généralement par réveiller Madame Truc de Fou. Je peux toutefois pousser un soupir de soulagement en sachant que les pas bruyants n'ont jamais causé autant de dégâts que ceux de cet homme. Ouais, Daniel Johnson et son frère, originaires de Pawling dans l'état de New York, étaient partis explorer une région sauvage pittoresque en hiver lorsque cette vieille maison a attiré leur attention.
Malheureusement, il semblerait que les fondations de la maison n'étaient pas assez solides pour supporter le poids de toute cette neige, et il a suffi d'un petit saut pour les faire vaciller la structure et la faire s'effondrer. Heureusement qu'il n'était pas à l'intérieur, sinon il aurait appris à ses dépens à quel point il était difficile de porter toute cette neige. Mais vous savez ce qui n'est pas difficile? C'est de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Ils sont si bien conçus, contrairement à la prochaine mésaventure amusante. La maison construite par Grove. Notre prochaine histoire nous ramène en 2006, sur les forums de Something Awful. Si vous êtes sur internet depuis un certain temps, vous retenez déjà votre souffle car ce site web est à l'origine de certains drames classiques d'internet. Notre histoire commence lorsqu'un modérateur du forum, du nom de Grover, a décidé de construire sa propre maison sur la base d'une maquette réalisée avec Paint, alors qu'il n'avait aucune qualification pour cela. Les utilisateurs lui ont fait savoir que c'était une très mauvaise idée, mais Grover n'a pas écouté et s'est rapidement retrouvé architecte du bâtiment le plus mémorable de la planète, Grover House. Grover House était vraiment une maison qui ne cessait de faire parler d'elle, chaque image publiée par Grover racontant une histoire différente et hilarante. Le sens esthétique unique de Grover est ici mis en évidence, avec 7 fenêtres de 4 styles différents, dont aucune ne s'harmonise de manière cohérente. Et si vous pensez qu'elles ont plus de sens de l'intérieur, détrompez-vous. Il y a ensuite cette photo de la cuisine qui révèle que Grover pensait avoir besoin de 8 prises électriques espacées de 30 cm les unes des autres. Personnellement, je suis fan de cette photo de l'intérieur, qui révèle une fenêtre parfaitement placée de sorte que si vous tombiez dans les escaliers, vous vous écraseriez également à travers la fenêtre dans le marais en contrebas. Ah, et j'ai pas mentionné que toute cette maison a été construite dans un endroit appelé le Grand Marais Lugubre? Non, ce n'est pas une zone du jeu Dark Souls, c'est un vrai marais en Virginie que Grover pensait être l'endroit parfait pour construire une maison. Ce qui est drôle avec les maisons, c'est qu'elles doivent passer plusieurs inspections de sécurité pour être jugées habitables. Comme vous pouvez l'imaginer, Grover House n'a pas passé l'inspection de sécurité. C'était peut-être dû au fait que sa fosse septique n'était pas assez grande pour supporter les déchets produits par sa famille, ou peut-être au fait qu'il avait utilisé des cloisons sèches, un matériau notoirement fragile comme matériau de charge. Grover a donc finalement dû être contraint d'admettre que cela ne fonctionnait pas et de tout arrêter. Non. Au lieu de ça, Grover, il a décidé de devenir inspecteur agréé en matière de santé et de sécurité afin de pouvoir approuver sa maison clairement dangereuse. Le sort final de Grover House reste un mystère. Certains affirment qu'elle a été abandonnée tandis que d'autres insistent sur le fait que Grover y vit toujours et rendant cette monstruosité tel un savant fou. Allez Hollywood, où il est notre film d'horreur sur Grover House? Piège à soif. Si vous avez déjà cherché une maison, vous savez déjà que les propriétés en bord de mer ont tendance à être extrêmement chères. Mais à partir de quand est-ce trop près? Que pensez-vous de cette maison? Oh my gosh. Ouais, et moi qui pensais que mon plongeoir était impressionnant. Cette maison était située sur la rive d'une rivière qui traverse Yellowstone dans le Wyoming lorsqu'elle a plongé dans l'eau et a été emportée par un puissant courant. Heureusement, personne n'a été blessé car tout le monde avait évacué la maison bien avant qu'elle ne s'effondre dans la rivière. Bien que ce soit un spectacle incroyable, ce genre de choses arrive tout le temps lorsque des maisons sont construites le long de berges escarpées, c'est-à-dire de berges qui descendent abruptement vers des plans d'eau. Comme les berges escarpées sont exposées aux éléments, elles sont particulièrement vulnérables à l'érosion. Ça signifie qu'en cas de conditions météorologiques suffisamment défavorables, c'est plus qu'une question de temps avant que votre propriété en bord de mer ne devienne une propriété inondée. Soit ça, soit cette maison avait vraiment soif. Travaux de roulement. Conseil de pro, assurez-vous de toujours avoir un pneu de rechange à portée de main. Après tout, on sait jamais quand on peut avoir un pneu crevé, ou besoin de l'encastrer de façon permanente dans un chantier de construction. Il vaut toujours mieux être préparé, je suppose. Alors, comment ce pneu s'est-il retrouvé ici? Eh bien, on pourrait penser que ces constructeurs étaient en mode pilote automatique et ont accidentellement encastré un beau pneu dans leur mur. Mais il est là intentionnellement. En fait, le pneu offre une forme incurvée et une base parfaite pour créer une arche magnifiquement symétrique, après quoi il peut être retiré. Ces personnes construisent peut-être une simple arche, mais comme elle est basse, il pourrait également s'agir d'un mazar, c'est-à-dire un mausolée au lieu de sculpture composée d'une série d'arches. Cette technique ne se limite toutefois pas strictement au tombeau austère. Ici, on peut voir des étudiants en génie civil en Éthiopie chargés de construire un petit pont en arc à partir de déchets locaux. Il s'avère qu'un pneu abandonné s'est révélé être une excellente base. On peut parler d'arc déco, ouais. Un pont troublé par-dessus les eaux. Ah, Venise, une ville historique de culture, de canaux et de traumatisme crânien. Surpris par ce dernier point, on a tendance à ne pas le mentionner dans les brochures touristiques. L'impressionnant grand canal de la ville mesure plus de 3 km de long et 68 mètres à son point le plus large. Malgré ça, au milieu des années 2000, seuls 3 ponts le traversaient.
ce qui pouvait entraîner de fortes affluences. Ainsi, en 2008, la ville a chargé le célèbre architecte Santiago Calatrava de concevoir son 4e pont sur le Grand Canal. Calatrava était déjà à l'origine d'architectures remarquables telles que la tour Turning Torso en Suède et l'Auditorio de Tenerife en Espagne. Les Vénitiens s'attendaient donc à quelque chose d'époustouflant pour leur futur pont. Mais voici le résultat du travail acharné de Santiago, le Ponte della Constitución, ou pont de la Constitution. Austère, simple et audacieux. Les citoyens étaient ravis de l'élégance, de la courbure et de la translucidité saisissante du pont. Mais il y avait quelque chose que les Vénitiens ne voyaient pas. Pour obtenir cet effet translucide parfait, Santiago avait principalement construit le pont en verre. Pourquoi est-ce un problème? Eh bien, Venise ressent environ 80 cm de pluie par an, répartis de manière assez uniforme sur les mois. Et le verre est un matériau réputé pour être glissant lorsqu'il est mouillé. Ça rendait le pont de la construction assez dangereux à traverser tout au long de l'année. Mais en hiver, c'était un véritable piège mortel. En plus d'être très brumeux en hiver, la pluie qui tombait sur le pont de verre froid gelait rapidement, le rendant encore plus glissant. Le pont est rapidement devenu tristement célèbre parmi les habitants et les touristes car les piétons glissaient et avaient des accidents en essayant de le traverser. De plus, il n'y avait pas de rampe, ce qui signifiait que vous étiez en fauteuil roulant, vous deviez prier pour que la personne qui vous aidait à monter les marches ait le pied sûr. Aujourd'hui, on peut tous rire et pointer du doigt Santiago pour cette erreur, mais comment aurait-il pu prévoir cela? Eh bien, peut-être parce qu'il avait déjà commis cette même erreur auparavant, en créant le pont Zubizurri de Bilbao, réputé pour être glissant, également construit en verre. Finalement, la ville de Venise n'a eu d'autre choix que de recouvrir le pont de la Constitution d'une série de panneaux de pierre peu esthétiques, ruinant son aspect esthétique mais améliorant son utilisation. Eh bien, c'est une erreur que Santiago ne refera plus. Oh, peut-être pas en fait. Escalier menant à l'hôpital. Les escaliers sont une invention essentielle, bien que relativement simple, qui a constitué une étape fondamentale dans l'évolution de l'humanité. On trouve même des marches à Göbekli Tepe, l'un des plus anciens sites de peuplement du monde datant de 12 500 ans. Dans cette optique, comment est-il possible que nous puissions encore concevoir des escaliers aussi mal pensés aujourd'hui? On a plus de 12 000 ans d'expérience dans ce domaine. La raison pour laquelle il existe des escaliers plus horribles et sinueux est souvent due à une mauvaise planification. Si une série de marches est trop grande pour l'escalier qu'elle est censée occuper, la seule façon de les adapter sans sacrifier leur hauteur est souvent de les placer en diagonale. C'est du moins ce qui s'est passé avec cet escalier digne d'un mème, conçu par Gabriela Gustafsson en 2006. Selon Gabriela, cet escalier qui provoque des crises de panique est à la fois fonctionnel et excitant à descendre en raison de sa pente très raide. D'accord, les accidents arrivent et parfois il faut tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation. C'est regrettable mais compréhensible. Mais il y a aussi des escaliers comme ceux-ci qui ne peuvent qu'être intentionnels, non? Tout constructeur doté d'une paire d'yeux verrait qu'il y a quelque chose qui cloche ici, ce qui me porte à croire qu'il s'agit d'un cas de conformité malveillante. La conformité malveillante consiste à suivre les ordres tels qu'ils sont donnés, mais en ignorant intentionnellement les problèmes ou les erreurs que ces ordres comportent. Dans ce cas présent, les entrepreneurs ont peut-être été lésés sur leur salaire et ont décidé de donner une leçon à leurs clients. Ah, vous aimez pas ça, patron? Eh bien, on a suivi à la lettre les plans qui nous ont été donnés. Alors, où est le problème? Au bord de votre siège. On a tous déjà vécu l'humiliation de nous asseoir avec enthousiasme à un événement sportif pour nous rendre compte que nous sommes assis derrière un géant qui nous bloque complètement la vue. Ça arrive, mais c'est quelque chose que le stade ne peut pas vraiment contrôler. Ce qu'il peut contrôler en revanche, ce sont les sièges comme celui-ci au stade Fenway Park, où la vue du spectateur est complètement obstruée par un pilier. Ouais, se retrouver soudainement assis derrière Lurch ne semble plus être un problème, n'est-ce pas? Que dire de celui-ci au stade des Yankees, où la moitié de votre champ de vision est obstruée par une plateforme surélevée? Vous parlez d'une différence de classe. Enfin, il y a ces sièges. Et je sais pas quoi dire. Peut-être que ces sièges conviendraient à une famille de girafes venant assister à un match. Mais à part ça, comment expliquer leur résistance? Eh bien, de nombreux amateurs de sport pensent que ces sièges existent uniquement pour que les stades puissent annoncer une capacité d'accueil supérieure à leur capacité réelle. Personne n'est censé se retrouver sur ces sièges, mais il arrive que les ordinateurs commettent des erreurs et placent quand même des personnes. Bon, ça suffit, à partir de maintenant, je n'irai plus à un match sans mon fidèle périscope. Une fuite. Les tuyaux et les câbles électriques d'une maison sont un peu comme nos os et nos artères. Et comme nous, ils peuvent se détériorer si vous n'en prenez pas soin. Exemple concret, jetez un œil à cette prise électrique qui semble avoir une fuite. Attendez quoi? Comment ça a-t-il pu arriver? Eh bien, aussi fou que ça puisse paraître, c'est en fait un problème plus courant que vous ne le pensez. Vous voyez, les maisons sont généralement équipées de tuyaux sous pression qui permettent à l'eau de circuler d'une pièce à l'autre. Parfois, si ces tuyaux sont mal installés ou simplement usés, ils peuvent se fissurer. Ça entraîne des fuites d'eau qui s'accumulent à l'intérieur de vos murs. Et si vous avez une prise électrique défectueuse, ça peut créer une cascade à l'intérieur de votre maison.
Si cela vous arrive, fermez le robinet d'eau principal du bâtiment et appelez un plombier dès que possible. Et même si vous vous ennuyez, ne branchez pas votre téléphone. Slow burn. La mélasse est une substance épaisse, collante, brune foncée, connue pour sa douceur et sa vitesse d'écroulement extrêmement lente. Ouais, si vous avez déjà entendu l'expression « lent comme de la mélasse », c'est pour cette raison. Mais en plus d'être récurrente, saviez-vous que la mélasse peut aussi être mortelle ? Dans les années 1910, la mélasse connaissait un boom de popularité en tant qu'alternative bon marché au sucre. À cette époque, la Purity Distilling Company a ouvert une usine de transformation de mélasse à Boston dans le Massachusetts, et ces mesures de sécurité étaient pour le moins insuffisantes. Au fur et à mesure de son expansion, l'entreprise a rapidement construit une nouvelle distillerie, dont la construction a été supervisée par un certain Arthur P. Gell. Mais Gell était conseiller financier et n'avait aucune expérience en ingénierie. Cependant, il était moins cher qu'un ingénieur qualifié. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, il n'a pas fallu longtemps pour qu'une des cuves principales de l'installation commence à fuir, ce qui a été réparé à la hâte. Cependant, alors que de plus en plus de fissures apparaissaient, l'entreprise eut une idée géniale, peindre le réservoir d'une couleur plus foncée. Non, vraiment, ils se sont dit que si personne ne pouvait voir que le réservoir fuyait, alors il n'y avait pas vraiment de problème. Ingénieux, non ? Eh bien non. Le 15 janvier 1919, le réservoir de 15 mètres de haut a fini par céder, laissant s'échapper plus de 2 millions de gallons de mélasse. La vague mesurait apparemment 17 mètres de haut et se déplaçait à une vitesse de 56 km/h. Comme le réservoir n'était qu'à 60 mètres du port, il a causé d'énormes dégâts à la ville et a fini par blesser 150 personnes. Si vous vous demandez comment quelque chose d'aussi inoffensif que la mélasse a pu causer autant de dégâts, sachez qu'elle est 40% plus dense que l'eau, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus difficile de nager ou de patauger dedans. Honnêtement, la ville a été pratiquement ensevelie vivante. Plus de 300 personnes se sont portées volontaires pour nettoyer le déversement, mais il a tout de même fallu des semaines pour éliminer la mélasse. La société a menti et a tenté d'imputer la responsabilité de la catastrophe à des anarchistes, mais un tribunal lui a finalement ordonné de payer 300 000 $ de dommages et intérêts, soit environ 5,1 millions de dollars actuels. Quelle que soit la douceur de la mélasse, je parie que ça leur a laissé un goût amer dans la bouche. Stationnement audacieux. Imaginez ceci. Vous êtes chauffeur de bus indépendant et venez d'acheter un véhicule flambant neuf. Vous êtes impatient de commencer votre longue carrière lorsque, en rentrant chez vous, vous vous rendez compte que vous avez commis une grave erreur. Votre garage ne peut pas accueillir votre bus. Que faire ? Demander un permis de stationnement plus grand ? Essayez d'agrandir votre garage ? Déménager dans un endroit plus spacieux ? Non. Et si vous abattiez simplement le mur et laissiez l'arrière de votre bus suspendu dans les airs ? Cette photo a été prise dans le quartier Sica Tachbara d'Olinda au Brésil. Après les commentaires publiés sur un forum où cette image a été postée, il s'agit d'un bus scolaire appartenant à un chauffeur indépendant. Son garage ne pouvait clairement pas accueillir son véhicule, il a donc fait abattre un mur. Je vois, quelle idée géniale, mais ça me met un peu mal à l'aise pour de nombreuses raisons. La structure du bâtiment au-dessus est-elle solide ? S'il recule un peu trop loin, que se passera-t-il ? Et surtout, pourquoi a-t-il pensé que c'était une bonne idée au départ ? La folie dont fait preuve cette image me fait me demander s'il ne s'agit pas d'un montage Photoshop. Après tout, la façon dont les ombres tombent sur le bus semble légèrement retouchée. Quoi qu'il en soit, on a probablement tous déjà pris des bus pires que celui-là. Foam Run. Y a rien de mieux que d'ouvrir sa fenêtre par une fraîche matinée d'hiver et d'être accueilli par un manteau de neige fraîche et craquante. Attendez une seconde, agrandissez l'image, c'est pas de la neige, c'est de la mousse. No. C'est vrai, ce que vous voyez est de la mousse instable et mousseuse, et elle était partout à Santa Clara en Californie le 18 novembre 2016. Pendant quelques heures, les spéculations allaient bon train quant à la cause de ce phénomène. Les habituels excentriques d'Internet affirmaient qu'il s'agissait d'un être sensible ou d'une œuvre des Illuminati. Cependant, le véritable coupable était une conception défectueuse. En remontant la piste de la mousse, on a découvert qu'elle provenait d'un hangar occupé par Signature Flight Service, une entreprise qui répare et entretient des moteurs à réaction. Comme vous pouvez l'imaginer, les moteurs à réaction sont dangereux à manipuler. Si quelque chose tourne mal et qu'un moteur explose, le feu alimenté par le kérosène peut se propager très rapidement. C'est pourquoi l'entreprise utilise un système d'alarme qui dispense de la mousse comme celle-ci lorsqu'il détecte un accident. La mousse est conçue pour se répandre sur une grande surface aussi rapidement et épaisse que possible, afin d'étouffer le feu avant qu'il ne prenne trop d'ampleur. Mais elle est également à base de savon, afin de ne pas endommager l'avion. Il est toutefois évident que le système d'alarme de Signature Flight laissait beaucoup à désirer, car il a soit détecté un incendie alors qu'il n'y en avait manifestement pas, soit il a simplement mal fonctionné et décidé qu'il était temps d'organiser une soirée mousse. De plus, une fois l'alarme déclenchée, il n'y avait aucun moyen d'arrêter la mousse qui continuait donc à se répandre.
Ça pourrait être considéré comme une bonne chose, après tout, il ne faut pas que quelqu'un désactive accidentellement la mousse pendant un incendie. Mais ça a conduit également à des situations comme celle-ci. Bien que la police ait été appelée pour intervenir, elle n'a pas pu faire grand-chose à part attendre que la mousse se dissipe. Bien que la mousse puisse être légèrement toxique à forte dose, personne n'y a été exposé suffisamment longtemps pour que cela cause des dommages, y compris ce motard. Dommage que ça n'ait duré qu'une journée, je suis sûrement pas le seul à penser que ça serait super amusant de jouer au paintball là-dedans, en plongeant dans la mousse et en ressortant. Appelez-moi Bubble007 de Russie avec une éponge. L'emplacement. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte pour déterminer l'emplacement des distributeurs automatiques de billets. Par exemple, si vous êtes un profiteur cupide et que vous voulez facturer des frais de transaction élevés, il n'est pas logique d'installer votre distributeur automatique de billets à l'extérieur d'un magasin qui offre des retraits d'argent gratuits. Dans cette optique, essayez de trouver une raison pour laquelle ce distributeur automatique de billets a été placé à cet endroit. Peut-être que le type sur la photo est une exception et que la taille moyenne dans la région est de 3 mètres. Soit ça, soit un farceur malveillant a volé les marches menant à ce distributeur et les a placées ailleurs. Ça expliquerait ce que ces marches inutiles font ici. Les escaliers inutiles comme celui-ci sont ce que l'on appelle des Hyper Art Thomason. Un nom absolument génial pour un ouvrage d'art qui est fonctionnellement inutile. Les Hyper Art Thomason apparaissent généralement lorsque seules certaines parties d'un bâtiment sont construites ou démolies, laissant derrière elles des vestiges inutiles. Soit c'est ça, soit c'est le toboggan le plus mortel et le plus compact que j'ai jamais vu. Bon, il n'était peut-être pas très esthétique, mais il constituait une collection hilarante d'erreurs et de défaillances techniques. Lesquelles avez-vous trouvé les plus drôles? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.